Dans mes mains, la fourchette métallique du bal était froide. Je sentais cette quiétude étrange qui précède un tremblement de terre, ce genre de silence qui s'installe avant qu'un grand et violent événement ne transforme le monde que vous connaissez. La salle de bal était un lieu de marbre et d'écho, où les gens affichèrent leur pouvoir dans chaque détail, de la montre bracelet au toast au champagne. J'étais à la table numéro 7, à côté de M. Coleman, président de Nexus Solutions. C'était un homme dont la poignée de main avait, une fois, sécurisé un accord de 90 millions de dollars pour un projet de logistique. Ma robe était noire, fonctionnelle, avec un col haut pour bien faire comprendre. Je ne suis pas ici pour me montrer. Je suis ici pour m'assurer que votre projet ne s'effondre pas. Et pourtant, je savais que ce serait ma dernière soirée à un événement de l'entreprise. Je n'étais pas une cadre avec un titre impressionnant, juste une responsable des opérations. Un poste qui semble aussi excitant qu'un tableur comptable. Mais mon nom était caché à la page 42 d'un contrat de 300 pages, listé dans la clause de « continuité essentielle ». L'entreprise appelait cela la clause du point clé. Moi, je l'appelais mon « encre invisible », qui ne devenait visible que lorsque quelqu'un était assez stupide pour allumer la lumière dessus. Et j'étais cette lumière. Avant d'aller plus loin, permettez-moi d'arrêter la musique et de vous dire quelque chose qui compte vraiment. La plupart d'entre vous qui écoutez des histoires comme celle-ci ne vous abonnez pas. Nous sommes tous comme des fantômes, juste de passage. Mais si vous vous abonnez, cela nous aide à garder les lumières allumées pour l'équipe qui donne vie à ces histoires et nous rappelle que quelqu'un voit encore l'encre invisible. Maintenant, retournons au chaos, au milieu des serviettes en lin. J'ai travaillé chez Bancroft et Burke pendant 12 ans, assez longtemps pour savoir qui est efficace et qui vit de mensonges. J'étais là quand la salle d'impression avait encore un fax et que les gens se regardèrent dans les yeux. Mon travail n'était pas glamour, mais il était important. Chaque mardi, j'avais des appels avec les responsables d'acquisition de Nexus. Chaque vendredi, j'examinais la logistique de la chaîne d'approvisionnement comme un chirurgien à la recherche de tumeurs. Chaque mois, je réajustais les métriques de performance qui économisaient des millions pour l'entreprise et garantissaient les bonus des prédécesseurs d'un gars nommé Victor. Mais personne ne s'en souvenait, surtout pas Victor. Victor était nouveau. Victor portait des chaussures en cuir sans chaussettes. Victor appelait les femmes de plus de 40 ans un atout de connaissance ancestrale, ce qui est le code moderne pour « nous la virerions si les RH avaient le courage d'en gérer les conséquences ». Il me regardait et voyait une ligne de dépenses qu'il pouvait simplement couper. Il n'a pas pris la peine de demander qui avait écrit les termes du contrat de service. Il n'a pas demandé qui avait négocié l'accord original avec Nexus, après que le dernier entrepreneur de l'entreprise ait perdu 200 batteries de char. Il a juste vu quelqu'un qui utilisait un stylo au lieu d'un emoji et a décidé que j'étais passé de ma date de péremption. Les derniers mois ont été une disparition lente et progressive. Madame Taylor du département des finances est partie, Monsieur Mendes du département des systèmes a été restructuré. Mes permissions sur le chat de l'entreprise ont commencé à disparaître. Un outil à la fois. Les RH ont cessé de répondre à mes emails. La commande de beignets du vendredi a mystérieusement diminué. Ce fut une campagne de disparition silencieuse. Le genre de manipulation que vous ne remarquez pas tant que votre badge ne fonctionne plus et que personne ne se soucie de demander pourquoi. Alors j'ai imprimé le contrat, pas le résumé, mais le document complet. J'ai souligné la clause 17, 4 avec un stylo jaune, et je l'ai mise dans mon sac avec la sérénité d'une femme qui savait exactement où les mines étaient enterrées et avait juste besoin de quelqu'un d'assez stupide pour en piétiner une. Et puis vint le gala, le spectacle, la manipulation, pendant que le département des RH de Bancroft brûlait. Coleman s'est penché vers moi, buvant son 3e verre de vin, me demandant sur nos flux d'intégration régionaux. J'ai répondu comme je l'ai toujours fait, avec clarté, compétence et un peu de formalité. Il n'avait pas besoin de feu d'artifice, il avait besoin de fiabilité, et j'ai passé plus d'une décennie à être la colle humaine entre ces systèmes et les nôtres. De l'autre côté de la salle, Victor riait un peu trop fort, entouré d'un groupe de partenaires que j'avais moi-même embauché en 2016. Il n'a jamais levé les yeux, n'a pas hoché la tête, n'a pas reconnu que j'existais. Les fantômes n'hantent les vivants que lorsque quelqu'un se rend compte qu'ils sont morts. J'ai regardé mon assiette. La viande était froide, avec une brindille de quelque chose de vert pour détourner l'attention de son manque d'assaisonnement. J'ai pensé à Madame Taylor, à Monsieur Mendes, à toutes les personnes qui sont parties avec des cartons de photos de famille, et pas d'adieu. Et puis je l'ai senti. Pas de la tristesse, pas de la colère, mais un mouvement lent et profond sous mes côtes. Comme si quelque chose à l'intérieur de moi avait décidé d'arrêter de rester immobile. Tout a commencé avec Madame Taylor. Un lundi, elle n'était tout simplement plus là. Pas d'email d'adieu, pas de gâteau, juste son bureau vide, sauf pour une seule note sur le moniteur qui disait « Dans leur plan minutieux, ils ont demandé le silence ». Alors le voici. C'est la même semaine que le calendrier de Monsieur Mendes a cessé d'être mis à jour. Les RH nous ont dit qu'il avait saisi une opportunité volontaire de poursuivre des études personnelles, ce qui est le genre d'excuse que l'on écrit lorsque la vie d'une personne est effacée par un appel vidéo. J'ai demandé discrètement, comme une femme qui a vu assez de chasse aux sorcières pour garder les allumettes au sec. Personne n'avait de réponse.
ou du moins personne n'était prêt à admettre qu'il en avait. Victor a été promu vice-président des opérations pour un total de 7 mois, et sa première grande initiative a été ce qu'il a fièrement appelé la Coupe de la Grèce. Il l'a dit lors d'un appel d'affaires avec le même sourire qu'il utilisait pour poster des selfies à la salle de sport, légendé avec la phrase « Pas de jour de repos, même pour les RH ». Il n'a pas pris la peine de mentionner des noms, a juste dit que nous réduirions les redondances pour mieux nous aligner sur l'échelle post-pandémie. Quiconque avait encore un bureau souriait simplement comme un otage et hochait la tête. Victor n'aimait pas l'héritage. C'était sa devise. Système hérité, protocole hérité, employé hérité. Il le disait comme si c'était un virus. Mais vous savez ce que Victor aimait? L'engagement sur LinkedIn et les messages de statut qui disaient « écrasant » et les réunions individuelles qui ressemblaient de plus à des consultations préfunéraires. Mon premier signal d'alarme a été plus subtil. Je suis allée vérifier les rapports de service hebdomadaires que je révisais chaque vendredi depuis que l'entreprise avait été fondée et ils avaient disparu. Pas déplacés, pas archivés, juste disparus. Accès refusé. J'ai déposé une demande de support et j'ai reçu une réponse générique qui semblait avoir été écrite par le jumeau maléfique d'une intelligence artificielle. L'accès à ces répertoires est désormais géré sous un protocole de sécurité révisé. Veuillez consulter votre chef de département pour approbation. Le problème est que j'étais la chef de département, ou je l'étais. C'est alors que j'ai ouvert le dossier Graines, qui se trouvait sur mon ordinateur personnel. Pas celui qui était sur le cloud, mais celui que je gardais discrètement à jour sur mon bureau, synchronisé avec une sauvegarde que je n'avais jamais annoncée. J'ai fait défiler l'écran jusqu'à trouver le document principal, le contrat, l'énorme document. Il était daté de mars 2011, avec des signatures de 2 vice-présidents au dos, un document écrit en langage juridique, assez lourd pour m'y noyer. J'ai pris un stylo jaune et suis passé à la page 42, clause 17. 4. Continuité de la prestation de service. Les personnes suivantes sont désignées comme personnel essentiel. Le retrait de ce projet, que ce soit par licenciement ou résiliation, constituera une violation de l'accord, sauf s'il est préapprouvé par les 2 parties ou remplacé par consentement mutuel écrit. Et là, mon nom en premier. Je l'ai regardé comme si c'était la nécrologie de quelqu'un dont je n'avais pas réalisé qu'il était mort. La clause était là à cause d'un problème que nous avions eu en 2010, lorsque l'ancien chef de projet a disparu au milieu d'un projet et a laissé Grand Thorn des semaines avant une catastrophe de transport. Après cela, ils ont insisté pour que toute personne essentielle au flux de travail soit contractuellement protégée. Le service juridique a ajouté mon nom parce que, comme ils l'ont dit, vous êtes la seule qui fait vraiment fonctionner cette entreprise. J'ai imprimé la page, juste une seule, j'ai souligné la clause, les plié soigneusement et les mise dans le sac en toile que je portais à toutes les réunions auxquelles Victor ne m'avait jamais invité. Des jours plus tard, j'ai remarqué que ma connexion au tableau de bord interne prenait plus de temps à se traiter. Ma révision mensuelle des métriques a été retirée de la liste des invités. Mon responsable, si tenté qu'on puisse encore l'appeler ainsi, a répondu à mes avis de calendrier avec ce geste particulier de manipulation des RH. Nous testons un format plus allégé ce trimestre. J'apprécie votre flexibilité. Je n'étais pas paranoïaque. J'étais en train d'être effacée. Le seul problème, c'est que personne ne m'avait dit le jour où ils avaient prévu mon exécution. Alors, j'ai attendu en silence, comme une lame cachée derrière le verre. Et Victor aiguisait déjà ses ciseaux, sifflant en coupant. On dit que les galas sont le lieu où les partenariats sont scellés, mais tout ce que je pouvais sentir, c'était le lent détachement du mien. Le tissu de la robe me grattait comme la culpabilité. Mes talons me serraient, comme des délais. Je suis entrée dans cette salle de bal comme une femme montant sur un navire qui coule, souriant pour les photos, sachant très bien que les canaux de sauvetage étaient réservés aux beaux et aux aveugles. L'endroit était rempli d'argent et de peur, de cadres plus âgés avec de jeunes partenaires, du tintement des verres et du doux murmure des gens riant un peu trop fort pour rien. J'ai assisté à 9 galas. J'ai aidé à organiser le plan de table pour 5 d'entre eux. Mais cette fois, je ne faisais partie d'aucun comité de planification. Personne ne m'avait envoyé de code vestimentaire. Je savais seulement que j'étais invitée parce que M. Coleman lui-même m'avait envoyé un message. Vous venez, n'est-ce pas? Je me suis assurée que vous soyez à ma table. Et il était là, M. Robert Coleman, président de Nexus Solutions, assis sur sa chaise comme un homme qui a vu 3 guerres et ne faisait toujours pas confiance à la paix. Il portait un costume gris foncé qui coûtait probablement plus cher que tout mon salon. Il buvait du whisky pur avec le calme de quelqu'un qui lit des contrats gouvernementaux pour le sport. Madame Lambert, il a hoché la tête quand je me suis assise. Vous êtes la seule raison pour laquelle nous avons survécu à ce fiasco de 2014. Ne pensez pas que j'ai oublié. Il était sérieux. Coleman n'était pas du genre à gaspiller des compliments. Il les distribuait comme un organe du marché noir. Rarement, chirurgicalement, et seulement à ceux qui le méritaient. Je suis heureuse que nous ayons eu les piles à combustible à temps, ai-je dit, en pliant ma serviette, la voix ferme, les mains plus froides que les couverts. De l'autre côté de la salle, Victor s'amusait avec un demi-cercle de consultants et de cadres juniors. Il n'était que sourire et gel dans les cheveux, gesticulant comme s'il orientait une start-up. De temps en temps,
quelqu'un dans son groupe riait un peu trop fort. C'était un stagiaire pauvre ou un directeur désireux d'absorber les vapeurs de n'importe quel jargon technologique qu'il avait copié d'un magazine ce matin-là. Il n'a jamais regardé dans ma direction. Pas une seule fois. C'était comme si je n'avais jamais existé, comme si quelqu'un m'avait déjà effacé de l'organigramme et attendait juste de me mettre à jour. Ils m'ont assise à 2 chaises de Coleman, près d'un ancien représentant d'État et du directeur de Jensen Aerotech. Tout n'était que bavardage et tintement de fourchette, mais mon esprit était à des kilomètres, à mon bureau, de retour au cubicule où Madame Taylor avait l'habitude d'avoir un pot de bonbons et Monsieur Mendes collait des bandes dessinées sur l'imprimante. À l'époque, équipe n'était pas juste un mot que Victor utilisait avant d'en éliminer la moitié. La salade est arrivée, avec de la roquette et tout ce qui était comestible que les chefs aimaient en faire passer pour 28 $. J'ai pris une bouchée. Coleman a parlé de réforme de la chaîne d'approvisionnement et de conformité à l'étranger. Des sujets que j'adorais normalement, mais qui, ce soir-là, semblaient être une distraction, comme chanter dans une pièce en feu. « Votre vice-président est là », a dit Coleman avec désinvolture, ses yeux allant vers Victor. « Oui », j'ai répondu, sèche comme du plâtre. « Il est très enthousiaste. » Coleman a levé un sourcil. Le mot « enthousiaste ». J'ai souri nerveusement. Il n'a pas insisté. Il n'en avait pas besoin. Les hommes comme lui savaient quand quelqu'un était en train d'être éliminé. Il l'avait vu trop de fois. En faire, il l'avait probablement approuvé plus d'une fois. Mais il y avait quelque chose dans la façon dont il me regardait. Mesurée, curieuse, comme un homme vérifiant les fissures dans un barrage qu'il pensait être solide. La soirée s'est traînée poliment. Dans une misère brillante, j'ai répondu aux questions, j'ai passé les petits pains, j'ai établi un contact visuel et j'ai ri quand c'était nécessaire. Et tout le temps, Victor ne m'a jamais regardé, pas une seule fois. Pas un signe de tête, pas un regard, pas même un coup d'œil accidentel qui aurait pu signaler « Oh, je me souviens que vous existez et que c'est la raison pour laquelle nous avons encore un flux logistique. » C'était comme si j'avais déjà été supprimée. Comme si quelqu'un avait appuyé sur le bouton d'effacement de mon héritage et que le curseur clignotait maintenant là où mon nom se trouvait. Et le truc, c'est qu'il aurait pu me reconnaître. Il aurait pu hocher la tête. Il aurait pu dire quelque chose comme « C'est bien que vous soyez ici, Madame Lambert », ou même juste un hochement de tête, une décence d'entreprise de base. Mais le silence est plus fort quand il est délibéré. Et je savais, au plus profond de moi, que la décision avait déjà été prise. J'étais juste la dernière à être informée. Malgré tout, j'ai gardé ma posture. J'ai cliqué mon verre pendant le toast. Je ne me suis pas effondrée, car personne ne remarque l'encre invisible jusqu'à ce qu'elle saigne. C'est arrivé entre les bouchées d'une crevette très froide, caoutchouteuse et exagérée. Un couteau venait de trouver un os qui ne devait pas être là quand mon téléphone a vibré dans mon sac comme une sirène d'alerte lointaine. Je ne vérifie pas mes messages lors des dîners avec les clients. C'est une de mes règles. Mais quelque chose dans la vibration semblait bizarre, plus longue, plus insistante, comme si elle savait. J'ai ouvert mon sac et j'ai posé mon pouce sur l'écran. Victor M, 20h44. Faites vos cartons lundi. Nous optimisons. Les services ne sont plus nécessaires. Pas de salutation, pas de ponctuation. Pas même mon nom, juste service, comme si j'étais un contrat de distributeur automatique qui avait expiré. Mon estomac ne s'est pas retourné, mon cœur n'a pas accéléré. Il n'y a pas eu de soupir de film, de verre de vin brisé, de son de jazz doux, juste le calme. Le genre de calme qui survient lorsqu'une lame sort enfin de la peau après des années de pression. J'ai regardé le texte pendant 3 secondes. J'ai inspiré profondément par le nez et, puis, sans tourner la tête, j'ai incliné l'écran vers Coleman. Il était en train de faire tourner le whisky dans son verre. Il s'est arrêté, a lu le message une fois, puis encore. Ses yeux ne se sont pas écarquillés, ses lèvres ne se sont pas séparées. Il a juste posé le verre sur le lin blanc, a plié sa serviette une fois, et s'est penché comme s'il était sur le point de discuter de quelque chose d'aussi trivial que la capacité de chargement. « Vous vous souvenez de la clause 17.4 » a-t-il demandé, la voix basse, calme, mortellement douce. J'ai hoché la tête. Il a pris son téléphone, un modèle noir mat qui servait probablement aussi de transpondeur satellite en cas d'urgence. Il a commencé à taper. 2 pouces délibérés, sans hâte, sans faute de frappe. Puis, il m'a montré l'écran. À Victor M. Je pense que vous venez de résilier notre contrat de service principal également. On se voit au tribunal. Il n'a pas appuyé sur « Envoyer » immédiatement. Il m'a regardé d'abord. La question flottait dans l'air entre nous comme de la fumée. Vous êtes sûr de vouloir ça? Je n'ai pas souri. Je n'ai pas cligné des yeux. J'ai juste hoché la tête à nouveau. Un peu plus qu'une inclinaison. Il a envoyé le message. Et à ce moment, un nouveau silence est né. Pas le genre étrange. Pas le silence de cérémonie avant un discours, mais un silence avec du poids. Un silence avec des conséquences. Quelque part de l'autre côté de la salle de bal, le téléphone de Victor a vibré dans sa veste. Il n'a pas vérifié tout de suite. Il était trop occupé à rire de sa propre histoire, entouré de gens qui ne savaient pas que le sol venait de disparaître sous ses pieds. Coleman est revenu à son assiette comme si rien ne s'était passé. J'ai pris une autre gorgée de whisky, j'ai pris la fourchette. J'ai recommencé à manger. Il n'y avait pas de panique en moi, pas de colère, juste une froide sensation de finalisation,
comme de voir un missile quitter enfin le silo après des années d'attente souterraine. Ce n'était pas de la vengeance, c'était un protocole. Victor pensait qu'il optimisait. Ce qu'il a réellement fait, c'est de faire exploser une mine terrestre légale créée par des gens qui comprenaient que la continuité n'était pas un mot à la mode. C'était un contrat, et il l'a simplement violé. Je n'ai pas eu besoin d'élever la voix. Je n'ai pas eu besoin de me disputer. L'arrogance de Victor avait tiré l'arme. Tout ce que j'ai fait, c'est m'assurer qu'elle était pointée vers les bonnes conséquences. Autour de la pièce, les gens continuèrent de converser, de trinquer, de couper des protéines chères, mais je sentais le changement, comme le vent changeant avant une tempête. Victor a finalement regardé son téléphone. Son visage ne s'est pas effondré. Pas encore, mais son front s'est plissé et sa mâchoire a tremblé. Il s'est éloigné de son cercle vers le hall, se déplaçant rapidement et sans son arrogance habituelle. Coleman a souri au menu des desserts. « Ah, ils serrent de la crème brûlée ce soir », a-t-il dit, comme si nous parlions du temps. « Il la brûle toujours », j'ai répondu. Il a souri encore plus. « La crème brûlée, bien sûr, mais j'ai mangé jusqu'à la dernière bouchée comme si je tirais la justice d'un cercueil couvert de sucre. » Victor n'est jamais revenu à sa place. Sa chaise est restée là comme un point d'interrogation sans réponse. La serviette toujours pliée, le vin intact. De l'autre côté de la salle de bal, je l'ai vu lire le texte. Sa mâchoire s'est serrée. Son corps a probablement craqué. Puis il s'est levé brusquement et a disparu dans l'ombre du hall, comme un homme qui, au milieu d'une danse, se rend compte que ses lacets sont attachés l'un à l'autre. Le reste du gala s'est déroulé comme un quatuor à cordes sur le Titanic. Des serveurs ont servi du café. Les toasts ont teinté. Les discours se sont éternisés. Mais sous tout cela, on pouvait sentir le changement, une ondulation subtile sous les nappes. Quelque chose s'était passé. Personne n'a rien dit. Mais les regards ont commencé à se répandre comme des poissons nerveux dans des eaux peu profondes. Quelqu'un du département des relations publiques a chuchoté un peu trop fort au directeur financier. Les téléphones ont commencé à vibrer un peu plus que d'habitude. Et moi, je suis restée assise là comme une femme à ses propres funérailles, complètement calme. Lorsque les prix ont été annoncés, j'ai applaudi poliment. Quand ils ont montré le nom de Victor sur le panneau des donateurs, j'ai pris une gorgée de café tiède et j'ai souri légèrement, car je savais que l'équipe juridique de Nexus n'avait pas besoin d'une invitation pour commencer à agir. Ces gens sont efficaces et traitent les week-ends comme des zones de combat. Le samedi matin, ils fouillaient déjà les emails archivés, les modifications précédentes, les journaux d'appel, les demandes de changement, les termes de renouvellement. Le dimanche soir, quelqu'un de notre département financier m'a envoyé une capture d'écran d'un message d'un canal interne qui disait simplement « Qui a approuvé le retrait du détenteur de la clause ?» Personne n'a répondu. Le lundi est arrivé comme une gueule de bois, bruyant, cruel et rempli de conséquences. Je suis arrivée au bureau à 8h29, comme toujours, avec les cheveux bien coiffés, le blazer impeccable, la copie du contrat toujours pliée dans mon sac. J'ai fait un signe de tête à la réceptionniste. Elle n'a pas établi de contact visuel. C'est à ce moment-là que j'ai su que tout était fini. À 8h37, un gars de l'équipe des installations, le pauvre Alex, est apparu à mon cubicule tenant une petite boîte en carton et ayant l'air de préférer être n'importe où ailleurs. « Bonjour, Madame Lambert », a-t-il marmonné, sans me regarder dans les yeux. « On m'a dit de vous aider à, prendre vos affaires. »« Pas besoin », j'ai dit, en sortant la boîte que je gardais sous mon bureau pour les rotations saisonnières de tasses. Je voyage léger. J'ai mis mon chargeur, ma balle anti-stress en forme de boîte de transport, une photo de ma nièce et rien d'autre. Je n'ai pas pris la plaque de nom que j'ai gagnée en 2018. Je les ai laissés garder leur trophée. Je n'ai dit au revoir à personne. Pourquoi faire des fantômes pour les vivants? Au bureau de sécurité, j'ai enlevé mon badge et je l'ai glissé sur le comptoir. Le garde avait l'air confus. On a dit que quelqu'un vous accompagnerait à la sortie. Pas besoin. J'ai répété. La porte d'entrée s'est ouverte avec un bruit d'aspiration. Le soleil était trop brillant, le parking trop calme, mais je ne me suis pas attardée. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas juré. Je suis montée dans ma voiture, j'ai fermé la porte et j'ai attendu 5 secondes entières. Puis mon téléphone a sonné. Coleman 9h02. Asseyez-vous, ça va devenir intéressant. C'était tout. Pas d'emoji, pas de signature, juste 6 mots avec la menace désinvolte d'un avertissement. À l'heure du déjeuner, les chuchotements fuitèrent de l'équipe des relations avec les fournisseurs de Nexus. La résiliation a été signalée. La conformité interne a soulevé des préoccupations. Un échange d'emails d'une semaine a montré que Victor avait fait des changements de personnel de manière unilatérale, sans consulter le service juridique, violant les termes d'un contrat de niveau 1. Je n'ai pas eu besoin de lever le petit doigt. Tout ce que j'avais à faire était de ne pas interrompre la machine pendant qu'elle le mâchait. Cet après-midi-là, ma boîte de réception a été bloquée. Mon profil de chat est apparu comme inactif. Mon nom a été retiré de la liste des réunions hebdomadaires. Mais le problème d'essayer d'effacer le nom d'un point clé, c'est que ce nom est ce qui débloque toutes les conséquences. Je n'étais pas partie. J'avais détonné quelque chose. Le mardi matin, les avocats de Vancroft et Burke étaient déjà entrés dans la première phase du deuil d'entreprise, le déni avec une touche de panique totale. Ils ont envoyé un mémo à Nexus affirmant que la clause en question, la clause 17.4,
continuité de la prestation de service, était contextuelle et non contraignante dans la portée actuelle des relations avec les fournisseurs. Ils ont même eu l'audace de suggérer que la formulation était dépassée, se référant à du personnel qui n'était plus essentiel au flux de travail opérationnel. Voici le problème. Mon nom n'était pas juste gribouillé dans les marges. Il était gravé là, en gras, avec un horodatage et les initiales de 3 dirigeants, y compris l'avocat général, maintenant à la retraite, qui avait l'habitude de m'appeler la seule adulte dans le bâtiment. Et contrairement à la plupart des contrats que Victor lisait entre les sessions d'exercice sur son tapis roulant de bureau, celui-ci n'a jamais été modifié. Pas une seule fois, en 12 ans. La réponse de Nexus a été rapide. Une phrase, 14 mots. Votre entreprise a violé les termes de l'accord. Réclamation formelle et demande de compensation en route. À midi, le procès a été déposé. Non menacé, déposé. Le montant est tombé comme une bombe. 38 millions de dollars en pertes immédiates, pénalités gouvernementales et retards potentiels dans 5 chaînes d'approvisionnement militaire en raison de la continuité interrompue. Mais ce n'était pas seulement l'argent qui l'a secoué. C'était le fait que la violation était si stupidement évitable, si honteusement imprudente, que le département des relations publiques ne pouvait même pas en donner une version déformée. L'avocat général de l'entreprise aurait jeté un dossier sur une table de conférence et murmuré « Vous avez viré le détenteur de la clause ?» comme s'il venait de découvrir que quelqu'un avait accidentellement donné la ligne de crédit de l'entreprise à un faux orphelinat. Les audits internes ont commencé en quelques heures. Les dossiers des RH ont été extraits. Les pistes d'email ont été retracées. Les canaux de chat sont devenus en lecture seule. Tout le monde cherchait quelqu'un. N'importe qui pouvait dire qu'il avait approuvé mon licenciement. Ils n'ont trouvé personne parce qu'il n'y avait personne. Victor, dans toute sa gloire sans chaussettes, a agi unilatéralement. Pas de révision juridique, pas d'approbation de la direction, pas de diligence raisonnable, juste de bonnes ondes. Il a bien sûr essayé de s'en sortir. Il a envoyé un email à tous les employés affirmant que la clause était dépassée, qu'il était pleinement habilité à prendre des décisions stratégiques en matière de personnel en alignement avec les objectifs de restructuration post-pandémie. Mais les RH n'y ont pas cru, le juridique n'y a pas cru, et le conseil, ils n'y ont pas seulement cru, ils aiguisaient leur couteau. Une semaine plus tard, un email interne a fuité. 4 mots dans la ligne d'objet. Qui a approuvé le licenciement de Madame Lambert? La conversation n'avait pas de réponse. Pas une seule. Juste une chaîne de dirigeants se noyant silencieusement dans leur propre omission. Et moi, j'étais sur mon porche, une tasse de thé à la main, regardant les écureuils dévorer ma mangeoire à oiseaux. Je ne me suis pas réjouie, je n'ai pas trinqué, j'ai juste laissé le soleil me réchauffer les genoux pendant que l'équipe juridique de Nexus démantelait calmement toutes les excuses que Bancroft et Burke mettaient sur leur chemin. Le vendredi, les actions de l'entreprise ont chuté de 6 points. Le lundi, son plus grand client de la côte ouest a annulé un renouvellement de contrat. Quelqu'un du département de communication a eu la brillante idée d'appeler cela un regrettable désalignement des protocoles internes, ce qui est légalement l'équivalent de se gifler avec un râteau. Victor a cessé de poster sur LinkedIn. Sa dernière mise à jour, ravi de diriger notre prochaine phase de croissance, était maintenant une pierre tombale flottant sur un champ de bataille qu'il ne savait pas qu'il avait commencé. Personne ne m'a blâmé, car je n'avais pas poussé l'avalanche. J'ai juste fait un pas de côté et je l'ai lâché. Ils ont d'abord essayé de le cacher, en mettant tout le désordre derrière un rideau de velours de légalisme et de silence de la presse, mais 38 millions de dollars ne disparaissent pas silencieusement, et les contrats gouvernementaux non plus. Le jeudi suivant, le conseil d'administration de Bancroft et Burke a été convoqué pour une réunion d'urgence qui a duré bien au-delà de minuit. Le genre où personne ne finit sa bouteille d'eau et quelqu'un est inévitablement coincé dans le couloir, sanglotant dans une balle anti-stress. Les procès-verbaux de la réunion ont fuité. Des représentants d'investisseurs d'au moins 3 fonds ont exigé des têtes, pas des métaphores, de vrais licenciements. Un membre du conseil aurait demandé très sérieusement comment on vire accidentellement quelqu'un nommé dans une clause de continuité fédérale. Victor, dans une tentative désespérée, a essayé de présenter cela comme un malentendu entre les RH et les opérations. Il a utilisé des mots comme restructuration fluide, climat et friction d'alignement. Mais ça n'a pas marché, pas cette fois. Pas avec tous les dirigeants assis là, regardant le contrat imprimé avec mon nom. Alors ils l'ont mis en congé administratif, ce qui est la version des RH pour vous envelopper lentement dans du papier bulle, avant de vous jeter du toit. Son bureau a été vidé pendant la nuit, son badge de stationnement désactivé. Ils ne l'ont même pas laissé envoyer un email d'adieu. L'avocat général, réalisant que son nom était sur de nombreuses lignes d'email et sur peu d'actions, a démissionné avant le lever du soleil. Sans annonce, il a simplement disparu. Son assistante a dit à quelqu'un qu'il avait décidé de se recentrer sur la famille. Ce qui, je suppose, est ce que vous dites lorsque votre boîte de réception est devenue une preuve. Les audits ont commencé pour de bon, pas le genre poli. Le genre où les finances fouillent les remboursements de repas et extraient les journaux de texte complets de tous les canaux de communication interne des 5 dernières années fiscales. La moitié de l'entreprise est devenue silencieuse du jour au lendemain,
comme des rats réalisant que les canaux de sauvetage étaient réservés. Et puis vint la cerise sur le gâteau, le dimanche d'entreprise. Le département des relations publiques de Nexus a publié une déclaration d'un paragraphe sur le marché. C'était clinique, sans effusion de sang et brutal. Nexus Solutions confirme une violation de la continuité du fournisseur avec Bancroft et Burke. Nous recherchons actuellement des solutions comme décrit dans notre accord et avons transféré la supervision opérationnelle en conformité, sans fioritures, sans euphémisme, juste la confirmation que nous avions gâché une relation de plusieurs années, un accord de plusieurs millions de dollars. Ils étaient en maintenant à la recherche ouverte des coupables. Le même jour, enterré dans ma boîte de réception, entre un coupon et un email de collecte de fonds de ma nièce, est arrivé un email d'un expéditeur anonyme avec la ligne d'objet suivante « Vous les avez prévenus. Ils n'ont pas écouté. » Ce n'était que 7 mots, mais ils ont frappé plus fort que tous les procès réunis. Je suis restée assise là pendant un long moment, relisant, pensant à chaque réunion à laquelle j'avais participé, où j'avais signalé les risques, archivé les mises à jour de conformité, envoyé les évaluations de continuité. Toutes avaient été ignorées ou reconditionnées et présentées par quelqu'un avec une meilleure apparence et une pire compréhension de la logistique. Maintenant, dans une salle de guerre en sous-sol, mon nom était enfin prononcé. Pas avec révérence, pas même avec respect, mais avec regret. Ce n'était pas satisfaisant. Pas exactement. C'était quelque chose de plus silencieux, de plus profond, comme de voir des termites détruire enfin le porche contre lequel je les avais avertis il y a 5 ans. Et je n'avais pas besoin d'un titre, je n'avais pas besoin de crédit. Tout ce dont j'avais besoin, c'était du son de leur panique résonnant dans les couloirs que j'avais l'habitude de parcourir. L'invitation est arrivée par la poste, pas par email. Une enveloppe en carton caché dans un dossier bleu marine avec le logo de Nexus en relief argenté. Juste mon nom, pas d'erreur, pas de préambule. À l'intérieur, une note manuscrite sur du papier épais. Déjeuner, je paie. Juste nous deux, RC. Il n'y avait pas de bouton de confirmation, pas de lien de localisation, juste une heure, une date et le nom d'un petit bistrot que je n'avais pas fréquenté depuis que nous y avions fait l'une de nos premières réunions. À l'époque, Coleman n'était qu'un directeur régional avec une carte tatouée dans le cerveau et une allergie à l'incompétence. Maintenant, il était le président de toute la maudite machine et se souvenait encore de la serveuse qui avait foiré une commande une fois en 2013. Je suis arrivée 2 minutes en avance. Il était déjà là. Pas de cravate, pas de garde du corps. Juste une chemise en lin propre et un verre de thé glacé qui suait à côté d'un cahier à spirale. Pas d'ordinateur portable. Pas d'avocat. Pas de représentant des relations publiques derrière une plante. Ce n'était pas du théâtre d'affaires. C'était réel. « Madame Lambert », a-t-il dit, se levant, me serrant la main comme si nous scellions un colis au lieu de nous saluer pour le déjeuner. « Vous avez l'air insouciante. Je commence à m'y habituer, » ai-je dit en m'asseyant. Je n'ai pas parlé de Bancroft et Burke tout de suite. Ni du procès, ni de Victor. Il a demandé de ma nièce, de mon jardin, si je faisais toujours ces biscuits à la patate douce que je prenais pour les réunions. J'ai demandé si son équipe d'entrepôt avait compris pourquoi le logiciel de suivi des palettes que je les avais avertis, qui échouerait pendant les années bissextiles, avait en effet échoué. Il a ri. Il s'en est souvenu. Finalement, il s'est penché en avant. Pas de menu, pas de signe pour le serveur. « Je vous offre un poste », a-t-il dit. « Directrice de la continuité, c'est à vous de le définir. Vous définissez les horaires, la portée, la structure du titre. Je ne veux pas avoir l'air bien. Je veux de la stabilité. J'ai attendu un moment avant de répondre. « Qu'est-il arrivé à votre directeur de la continuité actuelle ?» ai-je demandé en prenant une gorgée d'eau. Il a souri. « Nous attendions de créer le poste avec vous. » Le dossier a glissé sur la table. 6 pages, pas de blabla, pas d'accord de non-divulgation qui servait de linceul d'enterrement, juste des lignes claires, des chiffres clairs et un salaire qui m'a fait cligner des yeux 2 fois, car il n'était pas seulement généreux, il était respectueux. Il m'a regardé feuilleter, puis a dit « Vous pouvez l'emporter à la maison. » J'ai hoché la tête, j'ai tendu la main vers mon propre sac et j'ai sorti quelque chose de plus lourd qu'il n'y paraissait. L'ancien contrat de Nexus, toujours plié, toujours avec la page 42 soulignée. Je l'ai posé sur la table entre nous et j'ai tapé sur la clause. « Gardez ça, » ai-je dit, juste au cas où votre prochain vice-président saurait lire. Il n'a pas ri. Il a juste hoché la tête solennellement, comme si je lui avais donné un héritage familial. Je suis revenue à la feuille d'offre. Tout semblait juste, sauf un détail. J'ai pris le stylo du porte-chèque. 2 choses, j'ai dit, barrant une ligne. D'abord, je ne veux pas du mot héritage, nulle part dans mon titre. Je ne suis pas un fantôme, et je ne suis pas un artefact que vous dépoussiérez lorsque les systèmes tombent en panne. Coleman a hoché la tête. C'est fait. Et deuxièmement, je choisis mon propre successeur, quand le moment sera venu. Il a cligné des yeux et a souri. Je ne m'attendais pas à ce que vous pensiez aussi loin. On pense toujours, j'ai répondu. Nous n'avons pas trinqué. Il n'y a pas eu de moment de signature dramatique. Aucun serveur n'est venu avec un gâteau et de la fanfare. Juste un accord conclu à la lumière du jour entre 2 personnes qui savaient combien coûtait le silence. J'ai laissé l'ancien contrat sur la table. L'encre s'est légèrement estompée de mon pouce. Il avait fait son travail. Maintenant, je ferai le mien, selon mes conditions. Ils ont officiellement perdu.
La nouvelle a été rendue publique un mercredi matin, cachée dans le 3e paragraphe d'un article du Wall Street Journal sur la mauvaise gestion des fournisseurs et le coût croissant de la supervision d'entreprise. Le nom de Bancroft et Burke était en gras. La façon dont la honte apparaît généralement quand quelqu'un oublie que les contrats ne sont pas juste du papier, ce sont des promesses. Nexus Systems a mis fin à tous les engagements avec effet immédiat. Pas de négociation, pas de période de grâce, juste une sentence de leur service juridique. Ce fournisseur n'a pas honoré les obligations de continuité et a été jugé non conforme. Les actions de Bancroft et Burke ont chuté de 11% avant le déjeuner. À la fin de la journée, les analystes estimaient $250 million en pertes à long terme. Une fois que vous preniez en compte l'effet d'entraînement, 2 audits gouvernementaux, un appel d'offres aérospatiales annulé et 3 clients entamant discrètement une révision des termes de leur partenariat. Au sein de l'entreprise, le chaos s'est installé. Le directeur financier a essayé de présenter la situation dans un email interne comme un désengagement mutuel, mais personne n'y a cru. On ne peut pas se désengager mutuellement quand on est le seul à tenir l'arme fumante avec son nom gravé sur la poignée. Le LinkedIn de Victor, autrefois un flux de pensées arrogantes sur le leadership et les selfies à la salle de sport, s'est obscurci. Sa photo de profil a disparu. Sa bannière, autrefois une image filtrée d'un bâtiment avec la légende « Excellence opérationnelle », a été remplacée par une boîte grise vide. Les rumeurs ont circulé. Certains ont dit qu'il avait pris un congé stratégique, d'autres qu'il consultait de manière indépendante. Mais les initiés savaient qu'il avait été vu pour la dernière fois en train de mettre ses accessoires de bureau debout dans des cartons, pendant que les RH attendaient comme des videurs à l'extérieur d'une boîte de nuit. Des chuchotements me sont parvenus par des canaux secondaires. Un vice-président aurait murmuré lors d'une réunion. « La prochaine fois que quelqu'un dira clause du point clé, je vais me le tatouer sur l'avant-bras. » Mais à ce moment-là, je n'étais plus là. Je n'étais pas dans les journaux d'appel ou les fils de chat. Je n'étais pas copiée ou silencieusement incluse dans les conversations. J'étais partie. Et c'était le but. J'ai passé le mois suivant à travailler à temps partiel sur mon Porsche arrière, si l'on peut appeler travail, des appels de stratégie occasionnels et des approbations de factures. Mon nouveau contrat avec Nexus n'incluait pas de fiche de temps ni d'évaluation de performance. Juste une directive claire. Gardez-nous debout. Le reste du temps, j'ai lu des livres que je n'ai jamais terminés et j'ai pris soin de mes tomates de fin d'été. J'ai bu du café qui n'avait pas été réchauffé 3 fois entre les réunions. Pas d'alarme, pas d'atelier de team building, pas de Victors. Un après-midi, alors que le soleil réchauffait le Porsche et que les enfants du quartier faisaient du bruit comme un rappel d'espoir dans la rue, un paquet brun est arrivé. Pas d'adresse d'expéditeur, pas de note. À l'intérieur, un cadre, en noyer noir, du verre brillant et, derrière, le contrat original de Bancroft et Burke et Nexus, page 42, tourné vers l'extérieur, la clause 17.4 soulignée avec le stylo jaune délavé. Mon nom, toujours lisible, toujours là, je l'ai posé à côté de moi, j'ai servi une 2e tasse de thé glacé, et je me suis penchée en arrière sur la chaise. La brise était douce, le silence propre, et je n'ai pas pensé à la vengeance, ni à la fureur, ni même au triomphe. Juste à ça, ils auraient dû demander qui était le point clé avant de tirer. On ne se venge pas avec la colère, mais avec la patience, comme une lame froide. Ils pensaient qu'ils me retireraient avec un email. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est qu'effacer mon nom a juste allumé la poudre qu'ils avaient eux-mêmes répandue. Mon héritage n'était pas dans un titre, mais dans le chaos silencieux que j'ai laissé derrière moi. Que feriez-vous à ma place? J'aimerais vraiment connaître votre avis dans les commentaires. Et si vous avez aimé mon histoire, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à laisser votre j'aime sur le bouton du pouce levé. Ça m'aide beaucoup. Partagez également avec d'autres personnes. Votre participation est très importante pour moi. Je compte sur vous. D'accord? Je vous attends dans la prochaine histoire.